Yep tout le monde, recoucou. Alors voilà, j'étais en train de flâner et réfléchir 2 minutes à comment également en fait l'intelligence artificielle, le blockchain pourrait nous aider à résoudre bien des dilemmes au regard de grosses problématiques autour de la criminologie, voire même de fraude. En fait, tout ce qui concerne en fait la gestion des risques majeurs autour de la santé et sécurité humaine. Pourquoi ce sujet m'est venu? Parce que tout simplement, j'ai lu un article au regard de faits divers avec malheureusement des petites filles, une petite fille notamment qui a été abusée. Et le scénario mis en place en fait par ce criminel en fait a échappé aux forces de l'ordre et en fait on s'est aperçu que dans son passif il avait déjà reproduit les faits et qu'en fait cette petite fille on aurait pu la retrouver beaucoup plus facilement parce qu'il a utilisé les mêmes lieux pour procéder à son crime. Donc voilà, donc je ne vais pas rester que sur ce sujet mais j'ai voulu réfléchir à potentiellement en fait des solutions pour optimiser notre gestion des risques santé, sécurité, sûreté des citoyens pour que diminuer en fait les coûts, l'engorgement des tribunaux, des prisons, etc. En fait, réagir et être capable d'agir beaucoup plus proactivement. Alors dans ce sujet, donc il y a une introduction. Mon introduction, elle vise à citer des problématiques, mais bien sûr à réfléchir aux solutions offertes associées. Puis dans une première partie, on va traiter en fait de qu'est-ce que sont ces solutions. Donc la première partie est consacrée aux solutions technologiques. Puis une deuxième partie sera consacrée à quel intérêt en fait ces technologies pourraient avoir pour protéger les citoyens. Puis dans une troisième partie, on va avoir un exemple de transposition et d'utilité que pourraient avoir ces solutions. Donc on va en voir plusieurs et il y en a vraiment beaucoup. Donc moi j'ai réfléchi à ça assez rapidement, mais on pourrait carrément consacrer plusieurs semaines ou mois sur ce sujet et il y aurait bien des choses à faire. Et donc après, au final, on conclura ce sujet par potentiellement donc une résolution de problématiques et une ouverture sur d'autres problématiques éventuellement. Alors ce sujet, donc moi j'ai mis que effectivement l'intelligence artificielle, et je dirais bien les intelligences artificielles, pourraient nous permettre de répondre à bien des problématiques. Donc dans l'introduction, problématiques et solutions associées. Qu'est-ce qu'il faut faire urgemment? On voit bien qu'au niveau de nos institutions, de nos gouvernements, de nos organes de défense, on va dire, police, gendarmerie, etc., il est grand temps en fait de dématérialiser pour centraliser et automatiser la gestion de risques. Et pour ça, comment on pourrait faire? Tout simplement, on a les technologies qui pourraient être mises en place au service des citoyens, des contribuables et surtout de nos enfants. Voilà, parce qu'on voit bien qu'on a une montée de l'insécurité. Donc nous allons voir comment ces systèmes si simples nous permettraient de vivre mieux, en harmonie, en fraternité, de faire de belles économies, tout en visant une démocratie 3.0 et non pas un totalitarisme ou un esclavage 3.0 qui serait mis en place par une république potentiellement par la peur. Ce serait dommage et préjudiciable à chaque citoyen. Donc il faut réfléchir ensemble, se responsabiliser pour chercher des solutions à tout ça, puisqu'il y en a. Alors dans cette première partie, quelles seraient les solutions technologiques que l'on pourrait utiliser? Alors les intelligences artificielles, le deep learning, le machine learning, les algos, le blockchain, les DApps, les objets connectés, les IoTS, les smart contracts. Allez voir en fait mes casts, j'ai 27 playlists avec à peu près 700 casts audio réalisés sur des différentes problématiques du quotidien qui vont de vivre à entreprendre, à mieux vivre ensemble, etc., à la complexité d'une disruption de nos manières de vivre et comment en fait comprendre le paradigme de ces nouvelles technologies et comment ça va influencer notre monde de demain. Donc dans ces solutions technologiques, en fait, elles deviennent solutions à partir du moment où dans les données d'entrée, c'est-à-dire dans notre boîte, dans notre machine à laver, c'est ces solutions technologiques, donc on y met notre linge sale et on veut en récupérer un linge propre. Donc aujourd'hui, notre linge sale, en fait, c'est le non-respect en fait, des déclarations universelles des droits des hommes, du respect et de l'application des droits et des libertés, du respect des biens communs, etc., etc. Donc il faut faire entrer dans notre machine à laver en fait tous ces non-conformités d'application et de respect des droits pour en sortie de machine à laver en faire du linge propre.
Le linge propre, ça pourrait être assurer la santé, sécurité, sûreté des citoyens. Donc, toutes ces technologies pourraient nous aider. Donc, dans notre deuxième partie, on va faire la transition. Quel intérêt pour protéger les citoyens? Qu'est-ce que ça pourrait apporter? En dématérialisant et en centralisant justement tous ces données, cette data sur le blockchain, puisque le blockchain, c'est une sorte de grand livre en fait. C'est notre machine à laver dans laquelle on peut tout mettre. Et après, avec l'intelligence artificielle, on y appose un programme. Et en fonction du programme que vous imposez, tac, vous avez votre linge plus ou moins blanc à la sortie. Donc c'est à nous de mettre en place les leviers et de remplir dans cette machine à laver le plus de data possible et d'ajuster le bon programme, c'est-à-dire d'utiliser la bonne intelligence artificielle pour essayer d'en ressortir le linge le plus propre possible. Donc dans ce système, on pourrait centraliser en fait et identifier tous les fichiers S, mais pas que. On pourrait également intégrer en fait tous les dépôts de main courante, les dépôts de plainte. Aujourd'hui, on voit bien que, par exemple, dans le cas de figure de femmes battues, ou je dirais même d'hommes battus, parce qu'aujourd'hui, la problématique, on la retrouve un peu partout, c'est un exemple. Mais on voit bien que les gens qui déposent et qui souhaitent déposer plainte, ça peut durer, vous pouvez vous faire battre pendant plusieurs années et personne ne vous écoute, parce qu'il manque de matérialité pour confirmer vos dires. Donc du coup, on arrive à le risque majeur irréversible où certaines femmes en fait perdent tout simplement la vie parce qu'elles n'ont pas pu partir. Elles n'ont pas pu être considérées ou elles n'ont pas pu être protégées. Donc aujourd'hui, en fait, en dématérialisant, on donnerait la possibilité à tout le monde, en fait, de tracer ces non-conformités potentielles, ces souffrances potentielles. Et il pourrait s'avérer que, par exemple, une femme d'une région est connue avec la même personne et le même auteur dans une autre région, les mêmes faits. Donc forcément, avec l'intelligence artificielle, tac, quand vous rentrez dans votre machine, c'est fait, on a une interrelation, un croisement de données. Et effectivement, ça augmente la probabilité d'occurrence d'un risque et ça confirme potentiellement le risque. Donc voilà pour l'exemple. Alors, ça viserait à dématérialiser les possibilités également d'identifier, comme je vous ai dit, les non-conformités qui sont identifiées par les citoyens. Donc considérer équitablement et avec parité tous les souffrances en fait, pour s'interroger sur est-ce que ces souffrances sont rationnelles et est-ce que vraiment derrière il convient d'investiguer peut-être par des audits un peu plus manuels ou par ces autorités de contrôle ou par ces organismes de défense, police, gendarmerie. Est-ce qu'il faut allouer des ressources pour vraiment investiguer? Donc ça leur permettrait de gagner du temps et de désengorger au vu des réelles problématiques de notre société. À côté de ça, on pourrait aller beaucoup plus loin parce qu'il faudrait pousser également, donc il y a la criminologie, il y a également tout ce qui est attenant en fait aux risques santé, sécurité, sûreté pour l'humain, mais on a aussi les risques indirects liés à la fraude, blanchiment et terrorisme, parce qu'à côté de tout ça, quelqu'un qui fraude, il peut vendre des armes, il peut engendrer des génocides par l'avènement de guerres, etc., etc. Donc ça, c'est des risques majeurs de niveau 4 parce que c'est irréversible, parce que c'est quantitatif et que eux aussi, il faut les identifier dans ce système de blockchain. Donc il faut être capable, grâce à cette machine à laver, sur le programme, quand on a besoin d'être capable de lister dans une sorte de plan d'action à risque, les risques majeurs identifiés, qui a fait quoi, quand, comment, et qui est capable d'avoir reproduit les faits. Voilà. Donc là-dedans, en fait, dans les criminels et autres, il faut faire attention parce qu'on a également des criminels qui ont des responsabilités et qui abusent de leurs responsabilités. C'est de l'abus de pouvoir, abus de faiblesse, de la corruption, de fraude, du blanchiment. Et donc les élus, il faut également les intégrer. Et surtout, il faut renforcer les investigations et le stockage de données sur ces personnels-là. Voilà. Donc il faut être capable, moi j'ai appelé ça le KYC, il faut être capable, en fait c'est le Know Your Client, le Know Your Customer, ou connaître le criminel, connaître un peu mieux le fraudeur, connaître un peu mieux nos élus, connaître un peu mieux les fonctions à risque et sensibles qui pourraient engendrer des risques irréversibles, donc être proactif dans la gestion des risques. Donc pour ce faire, il faudrait connaître, tracer, criminels, fraudeurs, récidivistes, mais anticiper en stockant un KYC avant que les problématiques n'arrivent. Par exemple, si une personne souhaite disposer de fonctions gouvernementales et être et devenir élu, il faut qu'on soit capable dans ce système également d'identifier en fait le passif, le présent de ces personnes et par croisement des données, là aussi d'être capable proactivement et automatiquement de procéder à un contrôle interne qui nous
permettre de savoir si il y a peut-être un cumul, il y a peut-être des activités autour de fraude, peut-être de nombreux fonds d'investissement, peut-être de nombreuses holdings créées, peut-être de l'évasion fiscale, peut-être des redressements judiciaires en cours, etc., etc. Même si aucune décision juridique n'a été mise en place, il y a un aspect qui est quantitatif qui peut nous permettre d'étayer et d'identifier et de coter surtout quantitativement les risques de probabilité d'occurrence. Donc voilà, donc même si aujourd'hui les tribunaux ont une lenteur et un retard, on voit bien que les fraudeurs prennent bénéfice justement de ce retard pour cumuler les fraudes. Donc si cumul de fraude, même non confirmé, il y a, ça doit quand même éveiller les soupçons et à ce moment-là, audit renforcé également, que ce soit par des autorités des forces de l'ordre ou alors des autorités de contrôle et de supervision. Mais là, ça veut dire qu'il faut allouer des ressources et il faut vraiment investiguer pour bloquer ces non-conformités et ne plus les laisser se passer dans le temps. Donc ces non-conformités, comme je vous ai dit, ça peut être également des criminels qui ont un passé, qui sont également récidivistes. Donc ces données, en plus, il y a tout intérêt, ça ne nous coûterait rien à les centraliser au niveau international, à les intercroiser, ces données. On voit bien que si vous voyagez un petit peu comme moi et que vous avez été dans pas mal de pays, là récemment, moi j'ai été dans les dom-toms et je m'aperçois qu'en fait, quand on investigue un petit peu, on s'aperçoit qu'il y a des maires de communes qui ont un sacré passif très très lourd, notamment qui sont ciblés par Interpol et autres. Donc on se demande encore comment c'est possible de donner autant de responsabilités à des élus qui ont un passif aussi énorme. Donc si on avait un système de blockchain qui nous permettrait de centraliser tout ça, le passif judiciaire, évasion fiscale et autres, on serait capable d'identifier proactivement et de responsabiliser les fauteurs de troubles en ne laissant plus opérer et en bloquant justement ces fonctions et ces possibilités d'avoir de telles responsabilités. Donc stocker le passif, le présent, l'actuel. Identifier également qualitativement et quantitativement les probabilités, du coup, les occurrences, les fréquences, etc. pour optimiser déjà d'une l'identification, la quantification des risques réels, rationnels, objectifs et diminuer par le deep learning, le machine learning, c'est-à-dire l'apprentissage continu, l'amélioration continue de ces technologies. On peut y rajouter de la data, on peut optimiser en fait l'intercroisement de ces data, c'est-à-dire est-ce que c'est en corrélation, est-ce que il y a vraiment, un non-sens, etc. Donc voilà, mettre des alarmes en fait qui soient automatiques et qui nous permettent d'identifier les non-conformités pour allouer les bonnes ressources pour investiguer sur ces personnes ou ces groupes, ces personnes physiques ou morales. Donc il faut être capable de quantifier les profils et les niveaux de risque associés. Ces niveaux de risque associés, c'est comme dans des banques. Pour identifier des risques, on doit être capable également d'identifier si ces personnes sont des personnes à proprement parler, des personnes physiques comme vous et moi, ou alors des personnes morales, ou alors des personnalités connues, des personnalités médiatiques ou alors des élus, parce que en fonction de la cotation des risques, on va l'adapter également en fonction de la probabilité, c'est-à-dire qu'on va renforcer le KYC sur les personnalités ou les personnes susceptibles d'engager des risques majeurs. Ça va nous permettre quoi? De désengorger les tribunaux, voire même les maisons d'arrêt, les prisons, etc. Donc faciliter plus proactivement les prises de décision et ça va nous permettre de sécuriser par là même et de mieux répartir en fait nos ressources de forces de l'ordre qui aujourd'hui n'en peuvent plus. Les familles de ces personnes qui travaillent dans les forces de l'ordre, si vous les connaissez un peu, ce sont des humains comme vous et moi et c'est également des gens qui sont en état de burn-out, en souffrance sociale et pour eux il est très difficile d'opérer dans ces fonctions. Donc il ne faut pas rentrer dans la tyrannie et s'opposer à ces gens-là, parce que quand vous les connaissez, et si vous voulez les connaître, ce ne sont pas des tortionnaires loin de là, ce sont juste des passionnés d'équité et de parité qui veulent juste en fait assurer la santé, sécurité, sûreté des citoyens, voire même au détriment de leur propre santé, sécurité, sûreté. Donc quelque part, voilà, moi j'ai un respect pour ces personnes-là, et il faudrait aussi réfléchir à mettre en place des systèmes pour optimiser leur sécurité à eux, justement. Donc ça nous permettrait de faire des grosses économies, de désengorger les tribunaux, d'optimiser la rapidité de prise des décisions, des responsabilités et diminuer comment? En plus en diminuant les tiers de confiance institutionnels, ceux qui aujourd'hui ont du mal à prendre des responsabilités, ont du mal à répondre aux problématiques d'hyperdémographie, etc., et qui dans tous les cas ne servent plus à grand chose parce que on est arrivé en fait à saturation des possibilités de l'intelligence humaine et aujourd'hui il convient de s'interroger sur comment on supplée l'intelligence
l'intelligence artificielle à l'intelligence humaine. Bien sûr, allez voir mes casts en fait sur la gestion de l'anticipation des risques liés à la relation homme-machine ou à la dualité de l'être humain avec l'intelligence artificielle, puisqu'il faut faire attention. Il y a tout ce qui est problématique et risque autour de la singularité, des principes de Vermore, etc., etc. Donc, il faut aussi anticiper tous ces risques-là et voilà, ne pas adopter l'intelligence artificielle à proprement parler comme si c'était une solution à court terme. Il faut vraiment encadrer la gestion des risques autour de l'intelligence artificielle, les blockchains, le deep learning, le machine learning, les IoT, les D-apps, les smart contracts, comment on intègre le droit, la liberté, etc., comment on trace etc. Alors maintenant, on va voir comment transposer dans le cadre d'exemples et comment ces nouvelles technologies pourraient nous permettre d'optimiser notre façon de mieux vivre ensemble et assurer notre santé et sécurité. Alors en centralisant les décisions juridiques et les procès déjà, d'une. Parce qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup trop de lenteur, il faut de nombreuses années pour que des décisions soient prises et elles ne sont pas considérées. Néanmoins, on peut quand même les tracer, même si de décision il n'y a pas, même si les responsabilités n'ont pas été établies, il y a quand même une suspicion de fait, il y a quand même parfois une matérialité de fait. Donc en fait, tous les dossiers au regard de ces instances en cours, il faut les intégrer dans le blockchain. Voilà, après il faut adapter des droits d'accès pour que bien sûr ces consultations de matérialité de fait ou de dossiers de conclusion mis en place par les parties adverses, les avocats, ne soit pas consultable peut-être par tous, mais quoique, moi je dirais que maintenant les citoyens sont capables d'être complètement démocratiques et tout ça, ça devrait être mis sur un open source ouvert pour permettre à tout citoyen d'anticiper son risque. Et on devrait être capable, en fonction d'un nom, de rechercher tout le passif d'une personne et on devrait avoir totale visibilité sur les probabilités. Voilà. Après, sur certains dossiers, il faudrait mettre que, on peut pas, il n'y a pas de... Voilà, vous ne pouvez pas dénoncer des faits si les faits n'ont pas été confirmés. Il y a présomption d'innocence, voilà. Mais néanmoins, même si présomption d'innocence il y a, il faudrait mettre ce dossier en draft et y ajouter présomption d'innocence en cours. Mais néanmoins, s'il y a beaucoup de présomption d'innocence en cours et beaucoup de dossiers ouverts pour une personne ou un groupe de personnes données, c'est qu'effectivement, il y a quand même bizarrement, peut-être quantitativement, des doutes à investiguer un peu plus profondément. Donc il faut être capable en fait de centraliser les données juridiques, les procès passés, en cours, les passifs, évaluer des risques cumulés et proactifs, plus d'automatisme en fait et plus d'efficience et plus de réactivité, de responsabilité dans les prises de décision et actions juridiques, condamnation, évaluation des préjudices et indemnisation. Et en attendant en fait que le deep learning, le machine learning et qu'on arrive vers l'amélioration continue de l'efficience de nos droits, de notre justice et de nos juridictions, il faudrait donner la possibilité à des citoyens qui sont qualifiés, des juristes, des avocats ou d'autres personnes habilitées dans certains corps de métier, des développeurs, des analystes de data, des gestionnaires du risque, d'être capables de faire des propositions de plans d'amélioration continue et en fonction de la pertinence de leur action sur ce système blockchain ouvert, c'est les remercier, les gratifier par des tokens en fait, de droits juridiques. Et ça permettrait d'éviter de mettre en place peut-être le revenu universel. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on a beaucoup de personnes qui sont hyper qualifiées. On voit bien qu'il y a énormément de youtubeurs qui disposent d'une expertise de pointe, voire même plus d'expertise que nos institutionnels et que nos organismes de contrôle. Donc il faut laisser la possibilité à ces gens-là d'agir pour remettre en place une démocratie 3.0 et assurer la santé, sécurité, sûreté des citoyens. Donc il faudrait les gratifier par des tokens, des tokens. Des tokens gouvernementaux. Et puis après, voilà, j'ai un autre exemple. Donc c'était celui de cette petite fille qui malheureusement est décédée. Donc on voit bien qu'il y a des criminels qui tuent et que ces criminels, parfois, ils ont des profils et des méthodes, voire même des signatures en fait qui permettent d'orienter, en fait, je dirais, le diagnostic, voire même l'anticipation de la gestion des risques. Par exemple, être capable en premier lieu d'identifier ces criminels en leur associant, en intégrant dans le blockchain, en fait, des rapports émis par les gendarmeries, les polices, les experts, les criminologues, qui, en fait, détaillent les scénarios qui permettent, en fait, aux États, aux forces de l'ordre, d'identifier et de savoir exactement où chercher et comment déployer les ressources humaines, d'être beaucoup plus pertinent dans les investigations et éviter de déployer une masse
de forces de l'ordre pour quadriller des secteurs géographiques qui sont juste immenses. Donc plus de pertinence dans les décisions et justement comment on identifie les risques et comment on localise potentiellement beaucoup plus vite ces victimes, comment on leur vient en aide beaucoup plus vite. Après, j'ai mis un autre exemple dans un autre secteur, c'est dématérialiser, en fait, là aussi, centraliser les données sur le blockchain pour permettre en fait aux citoyens, leur donner les possibilités de tracer toutes les injustices et les non-conformités auxquelles ils sont sujets. Exemple, je l'ai dit tout à l'heure, on a de plus en plus de femmes, hommes, personnes âgées maintenant et des enfants, voilà, qui subissent des violences psychologiques, physiques, etc. Donc il faudrait procéder là aussi par pertinence cumulée de constats des faits qui viendraient corréler la matérialité des faits, de façon à protéger plus proactivement les citoyens quand il a lieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, face à des gens qui subissent des violences conjugales, physiques ou morales, vous pouvez déployer beaucoup d'énergie et prendre votre courage à deux mains et essayer d'exposer les faits. Aujourd'hui, voilà, les forces de l'ordre sont complètement débordées par l'hyperdémographie et ils ne considèrent pas, malheureusement, parfois à tort ou à raison, mais ils ne considèrent pas les faits. Et justement, le fait de dématérialiser, ça permettrait là aussi de centraliser les faits et de les intercorréler. Et ne sait-on jamais, peut-être qu'un auteur qui a agi dans une zone géographique peut agir dans une autre zone géographique par transparence. Et en fait, indirectement, si tout est centralisé, on pourrait intercorréler en fait les faits pour un auteur présumé, et ce qui viendrait effectivement confirmer peut-être potentiellement les probabilités. Et puis, on peut aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire que parfois il y a des fraudeurs et des gens malhonnêtes en fait avec des incidences sur la santé, sécurité, sûreté des citoyens. Dans le monde du travail, par exemple, on a également des porteurs de projets et des créateurs d'entreprises, de sociétés, etc., qui opèrent souvent en licenciant leurs salariés de manière, on va dire, hors cadre légal et parfois même avec de la violence, soit physique, psychologique. Et le harcèlement est très difficile à mettre en place et à prouver. Là aussi, en fonction d'auteurs ou alors d'employeurs qui sont malhonnêtes, on pourrait être capable, en fait, en fonction de nombreuses entreprises, des nombreuses entreprises qu'ils ont créées, même s'ils ont un passif judiciaire, de rassembler ce passif et d'intercorréler en fait les plaintes ou les mains courantes des différents employés qui pourraient attester que effectivement, systématiquement, cet employeur agit agressivement, par harcèlement moral, par privation du matériel professionnel, etc. Et que voilà, on aurait là aussi un questionnement sur l'intercorrélation entre la mise en place de procédés similaires par cet employeur avec de très nombreux salariés. Et ça viendrait optimiser en fait la prise de décision dans les cas des décisions aussi et d'instances prud'homales par exemple. Donc là on pourrait sur ce blockchain en fait pareil y rajouter des IOTS, les contrats de travail, le droit du travail et identifier les non-conformités et cette traçabilité. Donc elle viendrait de façon cumulée être approuvée dans le temps, en fait, justement par la sommation des différents cas de figure qui sont rencontrés. C'est-à-dire que géographiquement, ça peut être la même difficulté, ça peut être également dans le temps aussi, parce qu'on voit que des employeurs, quand ils agissent dans la fraude, ils ont tendance à liquider systématiquement leur boîte pour en recréer. Et la problématique, c'est qu'eux, ils échappent de ce fait à la justice, et on voit bien que là aussi, c'est très long, ça peut prendre parfois même des décennies avant qu'il y ait une prise en charge de la responsabilité de l'auteur de ces faits. Donc là, ça nous permettrait aussi d'aller beaucoup plus vite et d'être proactif et de bloquer la possibilité à ces employeurs ou ces porteurs de projets de créer des activités en chaîne, quoi. Donc voilà, conclusion, les exemples en fait ils sont mais vraiment multiples. Après moi j'ai réfléchi à ça en vitesse, mais c'est peut-être un peu brouillon, mais voilà, les sujets de réflexion ouverte sont là. Conclusion, donc mettre en place ces systèmes permettraient de mettre en place une gestion des risques élargie, plus proactive autour de la santé, sécurité, sûreté des citoyens, voire même de faire de sacrées économies de l'ordre de plusieurs milliards, peut-être résoudre à terme en fait en transposant toute cette logique en fait à nos processus institutionnels et organisationnels, ce serait des multimilliards qu'on pourrait faire. Ça nous permettrait en fait de diminuer la charge de nos impôts directs et indirects, de mieux répartir également la charge de l'impôt, parce que les fraudes de risque majeur élevés comme l'évasion fiscale ou les crimes liés à la finance, pour moi, ça doit faire partie de ces systèmes
Et il faut responsabiliser et punir hautement les fauteurs de troubles. Et à tous ces systèmes, en fait, on pourrait les rassembler sur une grosse pyramide. Donc cette pyramide avec un chapeau. L'extrémité de ce chapeau, en fait, ce serait un tribunal qui se voudrait correctionnel, pénal, civil, qui viendrait justement responsabiliser les hauts crimes qui intentent la santé, sécurité, sûreté des citoyens. Voilà. Et donc interconnecter tout ça. Et donc ça permettrait donc de mettre en place une dualité et de compenser les limites de notre intelligence humaine par l'intelligence artificielle. Et à ce moment-là, plutôt transformer les risques de cette intelligence artificielle en plutôt des opportunités pour les citoyens et pour rétablir et mettre en place une démocratie vraiment 3.0. Donc restaurer à terme également la confiance vis-à-vis de nos institutions, avoir moins d'élus, moins d'institutionnels, mais avoir des gens qui soient responsables, qualifiés, qui acceptent effectivement de stocker sur blockchain en fait d'être transparent en fait sur leur vie d'avant, leur vie actuelle et de restaurer la confiance tout simplement. Voilà, rétablir et mettre en place un système visant l'amélioration continue de la santé, sécurité, sûreté, la protection des citoyens et à terme en fait répondre à l'exigence d'équité, de parité, de liberté, de respect et d'application des droits. Voilà, et ça répond à la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit que il faut éviter de faire monter la tyrannie. Donc voilà, mieux contrôlé par l'intelligence artificielle notamment. Allez, je vous dis à bientôt en espérant que ce sujet vous aura plu. Je vous dis bonne continuation et comme je vous dis souvent, prenez soin de vous et pensez empathie et prenez soin également des autres. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.